1929. Sur le terrain de baseball de l'Indiana State Prison, le match va commencer. John Dillinger a maintenant 26 ans. Il tient fermement la batte et regarde le lanceur droit dans les yeux. Il lui sourit, tout en affichant un air menaçant. Dans sa tête, la même phrase tourne en boucle. « Je ne vais pas me laisser faire ». Il repense à Beryl, sa femme qui vient de demander le divorce. Après 5 ans de détention, elle a perdu patience. Mais lui, il est plus fort que ça. Quand il sortira de prison, il sera riche. Les femmes se battront pour l'approcher. Le lanceur se met en position. 3, 2, 1. La balle s'envole, file vers Dillinger. Il frappe de toutes ses forces et s'élance, bien décidé à faire le tour du terrain pour faire gagner son équipe. Ses nouveaux copains s'appellent Harry Pierpont, dit Harry Bellegueule, Charles Markley, le gros Charlie, Russell Clark, Booby, John Hamilton, le rouge. Ce sont des gangsters plus expérimentés qui lui ont tout raconté sur les meilleures techniques de hold-up. Quand il sortira, rien ne pourra l'arrêter. « 1930. New York. La police est dépassée par le nombre de manifestants. On parle de 30 000 personnes, des hommes et des femmes désespérés, qui font entendre leur colère. Ils ne peuvent plus manger à leur faim, ni nourrir leurs enfants. Sans parler des fonctionnaires, les profs par exemple, dont le salaire n'est plus versé depuis des mois. La crise financière de 1929 a plongé le pays dans une spirale infernale. Le taux de chômage monte à 25%. Des milliers de banques déposent le bilan, faisant disparaître les économies d'innombrables familles. En 1933, alors que le pays est ravagé par des années de récession, Dillinger sort de prison, plus ambitieux et plus fort. Comme s'il avait vécu hors du temps. Après 8 ans et demi derrière les barreaux, il a forgé son style, sa personnalité. Il est plus musclé, plus élégant. Sa petite moustache rappelle celle de l'acteur Clark Gable. Il est obsédé par une idée, rattraper le temps perdu. Dillinger fait le tour de Mooresville, où son père l'accueille. Il répète à tout le monde « J'ai retenu la leçon ». Sauf que pour lui, la leçon, c'est celle donnée par ses amis gangsters. Il se fait une promesse. À partir de maintenant, je serai le plus gros bâtard que la Terre ait jamais porté. Dillinger se rend vite compte qu'il est sorti de prison au meilleur moment. Les conditions sont réunies pour faciliter la vie des gangsters. Le président Roosevelt vient d'être élu, la confiance commence enfin à revenir dans les banques. Les Américains retournent déposer leurs économies. Les caisses se remplissent. Elles ne demandent qu'à être vidées. La police doit bien l'avouer. Le Midwest grouille de gangsters, amateurs ou chevronnés. Et il est difficile de tous les arrêter. Les billets sont dangereusement rassemblés au même endroit, dans les coffres-forts des innombrables banques régionales. Ces établissements ne disposent pas encore de mesures de sécurité efficaces, et les flics ne collaborent pas d'un État à l'autre. Les braqueurs en profitent et naviguent en toute impunité entre le Michigan, l'Ohio, l'Illinois. Dans l'Indiana, Dillinger se lance avec quelques amis. Il crée le gang des bérets blancs. Il enchaîne les coups faciles. Un casse dans un magasin, une petite banque. Parfois, Dillinger perd son sang-froid, comme ce jour où il a cassé les dents d'un épicier un peu trop récalcitrant. Rapidement, l'amateurisme l'insupporte. Dillinger voit grand et réalise qu'il est temps de changer de coéquipier. Pour ça, il faut trouver comment libérer ses copains de prison. Par exemple,
en leur faisant parvenir des armes. Le capitaine de police Matt Leach sillonne l'Indiana. Il veut arrêter ce nouveau gang qui attaque des petites banques et amasse des milliers de dollars à chaque fois. Il soupçonne John Dillinger, ce détenu fraîchement libéré qui ne vient plus au rendez-vous obligatoire avec son agent de probation. En 1933, la police expérimente des outils révolutionnaires. La communication radio, les billets marqués, les relevés d'empreintes digitales. Malheureusement, ces technologies sont coûteuses et encore peu répandues. Niveau technologie, Dillinger a le dessus sur la police. Il lui suffit d'une voiture plus puissante, comme une Ford V8, pour semer les flics et leurs véhicules d'un autre temps. Le gangster sillonne maintenant l'Ohio, l'État voisin de l'Indiana. Ses nouveaux compagnons sont plus chevronnés. Ils s'appellent Nelson, dit « visage d'ange », Thompson, dit « la mitraillette ». Il ne reste plus qu'à récupérer le reste de la bande. Dillinger l'a bien compris. Chez les gangsters, l'union fait la force. L'été 1933 est une période particulièrement intense. En quelques mois, Dillinger réalise de nombreux braquages. Il passe d'un État à l'autre. À Greencastle, dans l'Indiana, il obtient 74 000 $. Dans le Wisconsin, il vole 28 000 $. Daleville, Rockville, Montpellier, rien ne l'arrête. À chaque fois, il amasse plusieurs milliers de dollars. À Bluffton, dans l'Ohio, le patron de la Citizens National Bank présente aux officiers son coffre-fort nouvelle génération. Il dispose d'une minuterie qui retarde l'ouverture de quelques minutes pour déstabiliser les cambrioleurs. Et puis, il y a aussi cette alarme qui s'active discrètement, avec un petit bouton, et qui déclenche une sonnerie assourdissante directement dans la rue. Dillinger et son équipe s'approchent de la banque, Citizens National Bank, à Bluffton, dans l'Ohio. Un complice se présente à l'accueil et il tend un billet de 5 $. De la monnaie, s'il vous plaît. L'employé s'exécute machinalement. L'homme ajoute « C'est un braquage ». À ce moment, Dillinger saute par-dessus le comptoir et demande à tous les caissiers de vider leur cash dans un sac. Dillinger voit les billets défiler, mais il n'y en a pas assez. Il s'exclame « Le reste du fric, c'est par où ?» On lui montre le coffre-fort. Dillinger demande qu'on l'ouvre. Il comprend que quelque chose ne va pas. Il y a une minuterie, une horloge ou un retardateur. Cela dure une éternité. Dillinger n'a pas le temps, il commence à s'inquiéter. Pendant ce temps, discrètement, un employé appuie sur un petit bouton. La police de Bluffton est avertie par des passants. L'alarme de la banque s'est déclenchée. Il y a un hold-up. Une patrouille se rend sur place. Ils ont fui. Dans la voiture, Dillinger et ses complices regardent leur pactole. Ils ont tout de même réussi à voler 10 000 $. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Devant la banque, les policiers récoltent les témoignages. On leur décrit une scène chaotique. Un homme a tiré des coups de feu en l'air pour dissiper la foule venue assister au spectacle. Les gangsters sont sortis de la banque, rentrés dans une voiture. L'argent, Dillinger ne le garde jamais bien longtemps. Il se paie des voitures, fait des cadeaux à ses copines, s'offre des vêtements. Mais surtout, il achète des armes et des munitions. Son plan ? Libérer ses amis encore emprisonnés à Michigan City, avec des armes dissimulées dans des sacs de linge. Il se rend chez Mary, sa petite amie du moment, à Dayton, dans l'Ohio. Alors qu'il passe la nuit chez elle, des voitures de police débarquent et encerclent le bâtiment. Les flics l'ont eu. Ils avaient intercepté des conversations téléphoniques entre Dillinger et Mary. En fouillant la maison,
il trouve des documents intrigants. Un plan de la prison de Michigan City, où Dillinger a passé des années. La police locale veut faire remonter l'information. On sent qu'un plan d'évasion se prépare. Mais le problème n'est pas pris au sérieux. Comme tous les jours, les gardiens surveillent les détenus de la prison de Michigan City dans l'atelier de confection de chemises. Tout a l'air parfaitement calme. Sauf que... Depuis sa cellule de la prison de Lima, Dillinger peut presque entendre les coups de feu. Il sait que les armes qu'il a envoyées à des centaines de miles dans la prison de Michigan City vont bientôt être utilisées par ses anciens compagnons de cellule. Les gardiens courent dans tous les sens. On parle de 8 détenus armés. Il y aurait Pierre Ponte, le chef de la bande, mais aussi Hamilton, Mackley, Clark. Les détenus prennent en otage les gardiens et peuvent avancer dans l'immense prison. Les portes s'ouvrent, les unes derrière les autres. Mais l'évasion tourne mal. Les tirs fusent. 2 policiers sont tués. Dans sa prison de l'Ohio, Dillinger sait qu'il n'a qu'à attendre la loyauté entre gangsters. C'est le meilleur passeport de sortie. Le 12 octobre 1933, dans la prison de Lima, le shérif Sarber accueille Lucy, sa femme. Elle est venue le rejoindre avant que la journée soit terminée. Il est 18h30, ils vont bientôt rentrer à la maison. Quand soudain, 5 hommes débarquent dans le bureau du shérif. Ils sont armés. Dans sa cellule, Dillinger est en train de jouer aux cartes. Il entend le crépitement des armes à l'autre bout du bâtiment. À peine surpris, il se lève et prend son manteau. C'est sûr, ses amis sont là. On vient le chercher. Dillinger traverse la prison et découvre dans une cellule fermée à clé le shérif Sarber qui gît dans un bain de sang. À côté de son épouse, en état de choc. L'homme est encore vivant, mais il finira par mourir, car les gangsters refusent d'appeler un médecin. En 1933, le FBI s'appelle encore Bureau of Investigation. Les agents sont surnommés les G-Men, les hommes du gouvernement. Ceux dont le pouvoir et la technique font peur, même aux gangsters les plus chevronnés. Les G-Men, ce sont des super flics, des agents fédéraux, qui interviennent uniquement en cas de crime mettant en cause une loi fédérale. Pour le moment, Dillinger et sa bande n'ont pas enfreint de loi fédérale. Mais la police de l'Indiana demande de l'aide. On utilise le système d'empreinte digitale du FBI pour identifier les complices de Dillinger. Une nouvelle période démarre pour Dillinger. Il est entouré de ses meilleurs amis, Pierre Ponte, Clark, Mackley. Les braquages s'enchaînent et l'argent s'accumule. Les gangsters se partagent le butin. Ils le dilapident dans la foulée. Ils se paient des voitures neuves, des prostituées, de l'alcool et des vêtements. Ce que Dillinger apprécie par-dessus tout, c'est l'effervescence de cette vie qui passe à toute vitesse. Il roule pied au plancher, entouré par ses meilleurs amis. Il affronte les flics, prend un malin plaisir à les semer. Dans le fond, c'est presque un jeu, comme si rien n'avait changé depuis son enfance. C'est toujours le même scénario. Le gang s'attaque à des banques, mais aussi à des postes de police. Les gangsters récupèrent des armes automatiques, des munitions, des gilets pare-balles. Le 14 janvier 1934, alors que le gang de Dillinger s'attaque à la First National Bank dans l'Indiana, les choses tournent mal. Une fusillade éclate. La police essuie les tirs de Dillinger. Un agent est tué. Après cela, Dillinger devient une priorité pour la justice des États-Unis. La garde nationale de l'Indiana a déjà mis à disposition plus de 750 hommes. Mais Dillinger sait qu'il suffit de changer d'état pour découvrir un nouveau terrain de jeu. En effet, à cette époque, les services de police ne communiquent pas d'un état à l'autre, tant que le FBI n'entre pas en jeu.